Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics. Une semaine en comics, nouvelle formule, où on va parler rapidement de quelques-uns des titres sortis cette semaine, quitte à revenir par la suite sur certains d'entre eux dans des vidéos dédiées. Et c'était une semaine beaucoup plus calme que la précédente au niveau des sorties. Heureusement parce que j'ai pas le budget pour suivre. Et on va donc voir les deux nouveautés que j'ai prises cette semaine. Nightwing, tome 4, et The Kill Lock, le spectre artisan. Mais avant ça, juste un retour rapide sur la semaine précédente, parce que, en enregistrant l'épisode précédent, il y a un petit truc que j'ai totalement oublié, c'est le Batman Day qui avait lieu le samedi 16 septembre. Alors en fait, j'y ai pensé avant d'enregistrer, j'ai repensé après, pendant que j'étais en train d'uploader la vidéo. J'ai juste pas pensé pendant. Heureusement que je prépare mes vidéos. Alors, ceci dit, j'avais pas grand-chose à dire sur le sujet. J'avais même pas l'intention de me procurer le collector noir et blanc qui était offert pour l'achat de 2 titres Urban. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que quand je suis passé chez mon libraire, ils en avaient plus. Par contre, on m'a gentiment offert la version US que DC Comics a sorti pour le Batman Day. C'est donc le premier numéro de Batman and the Joker, The Deadly Duo, de Marc Silvestri. Deadly Duo, c'est donc une mini-série en 7 numéros, qui est parue cette année en Black Label, et j'en avais aperçu quelques pages par-ci par-là, et juste en feuilletant ce premier numéro, ça m'a confirmé que c'est quelque chose que je ne lirai pas. Pour une raison très bête, c'est que ce qu'on a là, c'est les crayonnés de Marc Silvestri, directement mis en couleur par Arif Prianto, sans être ancré. Et je déteste ça. Mais vraiment, je ne supporte pas ça. S'il publiait juste les crayonnés de Marc Silvestri, les planches originales en noir et blanc, là ok, là ça me va très bien, et effectivement, on peut pleinement apprécier le coup de crayon de l'artiste. Mais là, comme ça, je trouve le résultat absolument dégueulasse. Et surtout, l'idée qu'on puisse se passer d'un encreur, qu'on n'en a pas besoin et que c'est très bien comme ça, non, c'est pas très bien comme ça. Ça met pas du tout en valeur le travail de Marc Silvestri, ni même d'ailleurs le travail d'Arif Prianto. C'est juste, de mon point de vue, du sabotage. Donc, en ce qui me concerne, et à moins qu'ils sortent un genre d'Artist Edition avec les planches originales de Silvestri, Batman, Joker, Deadly Duo, ce sera poubelle. Sur ce, passons aux sorties de la semaine avec une nouveauté que je n'ai pas achetée. C'est la nouvelle édition de Sin City, chez Hugin et Monin, qui a sorti donc les 2 premiers tomes de la série. Alors, je ne l'ai pas acheté, notamment parce que je l'ai déjà, mais surtout parce que j'attends de voir la version collector, qui, elle, ne sort que la semaine prochaine, le 29 septembre. Alors, ceci dit, concernant l'édition française de Sin City, j'ai toujours la nostalgie de la toute première version que j'ai lue, il y a un peu plus de 30 ans, et c'était dans les pages de USA Magazine, la revue USA Magazine, et du coup, dans ces pages, c'était en grand format. Et franchement, Frank Miller en noir et blanc et en grand format, je trouve que ça a de la gueule. Donc, j'attends de voir le format de cette édition collector de chez Hugin et Monin, même si elle est quand même assez cher. 35 balles contre 19,95 pour la version régulière en souple qui est sortie cette semaine. Je pense que je me déciderai quand je l'aurai entre les mains, et puis, si ça vaut le coup, on en reparlera sans doute la semaine prochaine. Avant de parler enfin des sorties de la semaine, un petit mot aussi sur Joe Matt, qui est mort lundi dernier. Alors Joe Matt, c'est pas un artiste que j'ai énormément lu. Bon, en même temps, il n'a pas une œuvre pléthorique non plus. En cherchant vite fait, comme ça, pour préparer cette vidéo, j'ai retrouvé ce petit album, Les Kids, qui était paru au Seuil en 2005. Et Joe Matt, si vous ne connaissez pas, c'est de la bande dessinée autobiographique. Dans les années 90 et jusqu'au milieu des années 2000, il avait son propre comic book qui s'appelait Peep Show.
d'où est d'ailleurs extrait ce récit. Et donc, il mettait en image sa vie, et on va dire que l'image qu'il mettait en scène de lui-même était franchement pas flatteuse. Et les kids, c'est tout à fait ça. Ils se présentent comme un ado que t'as juste envie de baffer à longueur de page, qui est odieux avec sa mère, qui se comporte en parfait connard à peu près tout le temps. C'est un froussard, c'est un menteur. Vraiment, t'as envie de lui claquer la tronche du début à la fin. Évidemment, ça parle pas mal de comics qu'il collectionnait depuis son plus jeune âge. Ça parle aussi de sa famille. On a d'ailleurs au tout début une dédicace à sa mère. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et, et ouais, la pauvre, franchement, si elle avait massacré son gosse à coups de pelle dans la tronche, je crois que tous les jurys du monde lui auraient accordé des circonstances atténuantes tellement c'était un petit merdeux. Et donc, voilà, fin de l'histoire pour Joe Matt, qui est donc disparu à peine 60 ans. Venons-en enfin aux sorties de la semaine, avec d'abord le tome 4 de Nightwing, par Tom Taylor et Bruno Redondo. Cette semaine, c'était la semaine Tom Taylor chez Urban Comics, avec également le tome 1 de Dark Knight of Steel, avec This Is de 3, et puis avec le Batman One Bad Day Ra's al Ghul, dessiné par Ivan Reis. Celui-ci, je vais déjà consacrer une vidéo. Allez y jeter un œil, et vous saurez pourquoi c'est une lecture que je conseille absolument, et aussi pourquoi j'ai opté pour l'édition américaine plutôt que pour l'édition Urban. Un petit indice. Voilà. Nightwing tome 4, donc, avec au sommaire les épisodes 98 à 100 et l'annual 2022. Ça nous fait pas un très gros tome. On doit être à 160 pages pour 17 €. En ces temps d'inflation galopante, y compris dans le marché des comics, c'est à peu près ce qu'on peut espérer trouver de plus raisonnable comme prix. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Par contre, je préviens tout de suite que les fans de Bruno Redondo risquent d'être un peu déçus parce que, oui, son nom figure en couverture à côté de celui de Tom Taylor. Par contre, à l'intérieur, il est quand même loin de dessiner la majorité des planches. Déjà, alors, le premier épisode qu'on voit ici, c'est pas lui, c'est Daniele Di Nicuolo. Ensuite, on a l'annual qui, lui, est dessiné par Eduardo Pansica et Inaki Miranda. Et une fois qu'on a déjà lu ça, on a lu la moitié de l'album. Et pour l'instant, Redondo, il brille par son absence. Finalement, on le trouve sur l'épisode 99, mais pas sur l'épisode en entier. Il y a Geraldo Borges qui est venu lui filer un coup de main et qui dessine une demi-douzaine de pages. Et puis, on a enfin le numéro 100. Et là, Redondo, il partage le dessin avec Scott McDaniel, Rick Leonardi, Eddie Barrows, Javier Fernandez et Michael Ranin. Donc, au total, ça ne fait quand même pas des kilos de Redondo au sommaire. Alors, côté scénario, j'ai pas encore attaqué. On en reparlera peut-être prochainement si j'ai quelque chose à en dire, et si j'ai le temps. L'autre nouveauté de la semaine, en ce qui me concerne, c'est The Kill Lock, le spectre artisan de Livio Ramondelli chez Comics Initiative. C'est donc la suite du premier tome que Comics Initiative avait publié l'an dernier et que j'avais étonnamment bien aimé. J'ai consacré une vidéo, vous pouvez aller y jeter un œil. The Kill Lock, c'est pas du tout le truc qui m'attirait a priori. Et je l'ai pris essentiellement parce que c'est du Comics Initiative et que, en ce qui me concerne, c'est vraiment un gage de qualité. J'ai pris l'habitude de faire confiance au choix de Michael Jérôme et je suis quand même très rarement déçu. Et donc, le premier tome a été une très bonne surprise. Clairement, en plus, ça a appelé une suite que voilà. Donc, en ce qui me concerne, il n'y a plus qu'à la lire. Concrètement, là, on est sur du grand format à 26 €. C'est le même format et le même prix que le premier tome. C'est pas donné, on est d'accord, mais l'objet est très beau. Il est, comme toujours, imprimé en France. Et donc,
à lire et à suivre. Alors, c'est tout pour les sorties de cette semaine. On va finir avec ma lecture de la semaine, qui est un graphic novel sorti aux États-Unis la semaine dernière. C'est I Am Stan, la biographie de Stan Lee, écrite et dessinée par Tom Scioli. Alors, avant d'en dire quelques mots, on va revenir 2 secondes sur le précédent travail biographique de Tom Scioli. C'était celui-ci, Jack Kirby, La vie extraordinaire du roi des comics, qui date de 2020 et que Huggy Lemonin avait traduit en 2021. Et franchement, c'était une merveille. Et donc, après Jack, Tom Scioli raconte donc ici la vie de Stan Lee. Et ça donne un livre qui est très différent du précédent, mais vraiment à tout point de vue. Alors, déjà, le livre sur Kirby, on avait une narration à la première personne. C'était Jack Kirby qui racontait sa vie et ses souvenirs. Ici, même si ça s'appelle I Am Stan, on n'a pas cette narration à la première personne. On a en fait une succession de petites scénettes qui font une page à chaque fois et qui vont raconter dans l'ordre chronologique la vie de Stan Lee. Vraiment, chaque page, c'est un moment de sa vie, que ce soit sa vie privée ou sa vie publique et professionnelle. Et Scioli essaie d'en donner une vision qui soit la plus objective possible. Sa bio de Kirby, clairement, elle était racontée du point de vue de Kirby, notamment toute sa relation de travail avec Stan Lee. Ici, c'est pas le cas. C'est présenté de manière aussi neutre que possible, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et alors, Scioli a beaucoup potassé tout ce qui a été écrit sur Stan Lee, et en particulier les 2 biographies qui font référence sur le bonhomme aux États-Unis. Il y a celle de Jordan Raphael et de Tom Spurgeon, et il y a celle beaucoup plus récente d'Abraham Rissman. Et il a fait une synthèse de tout ça et de quelques autres aussi. Et d'ailleurs, on retrouve à la fin du volume le détail avec ses notes et sa bibliographie. Et donc, ça donne une biographie qui est pas à charge, mais qui fait pas non plus de cadeau à Stan Lee. Tom Scioli essaie de rester le plus possible dans le factuel, parfois peut-être même un peu trop, notamment par rapport à son travail sur Jack Kirby. Je trouve que ça manque quand même un petit peu de chaleur humaine, ça manque un peu de vie. La séquence la plus forte humainement et aussi la plus dérangeante, c'est la toute première, c'est celle qui ouvre le livre, et c'est Stan Lee, peu de temps avant sa mort, en 2018, à la Silicon Valley Comic Con, qui dédicace sa photo à des fans, et derrière lui, on a cette silhouette en noir qui doit lui épeler son nom pour qu'il puisse l'écrire. C'est une scène qui a été filmée à l'époque, qu'on retrouve toujours sur YouTube. Si vous tapez Stan Lee Silicon Valley, forcément vous allez tomber dessus. Et c'est la scène la plus terrible de cette biographie. Et c'est intéressant que Tom Scioli ait décidé d'ouvrir son récit par cette scène, parce que forcément, ça rend Stan Lee profondément humain. Tragiquement humain, même si on veut. Et ça va mettre en perspective tout le reste et tout ce qui va suivre, y compris tout ce qu'on peut lui reprocher dans sa conduite professionnelle et comment il s'est accaparé la création de tous les personnages Marvel au détriment des dessinateurs avec lesquels il travaillait. Et ça va aussi lui permettre de conclure son récit d'une manière beaucoup plus touchante et beaucoup plus sensible, alors que on sait quand même que la fin de vie de Stan Lee, il y a quand même eu de sales affaires concernant son entourage de l'époque. Donc voilà, intéressant travail de Tom Scioli de mon point de vue. C'est une manière d'aborder la vie de Stan Lee sans ignorer tous les éléments problématiques et contestables qui le concernent, mais sans prendre parti. C'est pas une œuvre à charge, c'est évidemment pas une hagiographie non plus. Si vous avez déjà lu l'une ou l'autre des biographies qui ont été consacrées à Stan Lee, je pense que vous apprendrez pas grand-chose, voire rien du tout. Mais pour découvrir sa vie et son œuvre, c'est une lecture que je conseille. Et j'imagine qu'on peut espérer le voir traduit prochainement en France, et ça m'étonnerait pas trop que ce soit Huggy Lemonin qui s'y colle.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.